Donc bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, comme il est convenu de dire plutôt. Moi, je m'appelle Mathieu Ozano, je suis le directeur du Shift Project. Je suis un peu ému ce matin, je vous l'avoue, pour diverses raisons, mais pour plusieurs raisons, mais la principale étant que ce projet dont on va vous présenter les résultats intermédiaires est vraiment pour nous crucial dans la suite du développement des travaux du Shift Project. Je vous présente un peu la journée. Je reviendrai ensuite sur la nature de ce projet, pourquoi est-ce qu'on produit un rapport intermédiaire et quelle est l'ambition, en tout cas celle du Shift, derrière ce projet dans un second temps. Alors, je commence par jouer pardon, mon rôle de maître de cérémonie en vous résumant un petit peu la journée. On a effectivement ce matin un événement qui est retransmis en ligne jusqu'à midi, avec quelques centaines de personnes qui sont en train de se connecter. Tout va bien, ça marche, super. Euh, et, euh, et vous, présents ici, je vais résumer en disant acteurs économiques et politiques du territoire breton, sur euh, des enjeux qui sont concernés par des enjeux qui sont à la fois transverses sur l'avenir du territoire et sur des enjeux économiques spécifiques qui sont explorés dans le projet qu'on vous présente ce matin. Précisément, on va démarrer par la présentation de ce rapport intermédiaire, j'y reviens dans un instant, puis une table ronde qui sera animée par notre chef de projet, Yannick Selman, sur ce projet, avec Anne-Valérie Auboin, qui est directrice de la prospective à l'AFPA, euh, William Chou, je prononce bien, de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Bretagne, et puis Pascal Gérardin, directeur de logistique de Ouest Boisson et administrateur de Bretagne Supply Chain, pour justement commenter, apprécier ce qu'on vous présente dans ce rapport intermédiaire. Ça sera suivi par une séance de questions-réponses. Notamment, on essaiera de donner du temps aux personnes qui sont en ligne. Et puis, voilà, aux alentours de midi, on clorera ce webinaire. Pour ceux qui sont ici cet après-midi, ben, on va tester un peu, dans le cadre d'ateliers collaboratifs, comme on fait systématiquement lors de la publication des rapports intermédiaires au Shift, les perspectives qui sont ouvertes par ce travail, euh, avec une configuration qui est assez originale et emblématique de ce qu'on veut faire dans ce rapport intermédiaire, c'est-à-dire chercher à apprécier des enjeux transverses, structurels, comment en fait les secteurs qu'on a explorés dans ce rapport intermédiaire, le logement, le fret, l'agro-industrie, la culture, et puis les enjeux économiques et en particulier emploi qui a derrière, se touchent, s'atteignent, sont connectés, et comment c'est essentiel à nos yeux de regarder cette connexion pour envisager le but du jeu, c'est-à-dire, en tout cas le but du jeu qu'on cherche à animer, dont c'est la vocation pour le chiffre d'animer, de jouer à concrètement, ici et maintenant, se passer d'énergie fossile d'ici une génération. Donc c'est ça qu'on explore dans ce travail. Qu'est-ce que c'est que ce rapport intermédiaire et quel est l'objet de la mise en débat aujourd'hui, à la fois avec la table ronde, puis avec les rapports, puis avec les ateliers? C'est de observer comment le Shift propose de mettre à disposition un prisme qui est un prisme un peu différent de l'approche économique classique. Donc le rapport intermédiaire, ce rapport intermédiaire qu'on met en question maintenant, est un prisme qui est en cours de fabrication. On n'a pas terminé. On vous propose de regarder comment et pourquoi est-ce qu'on le fabrique. Et ce prisme, eh bien, il obéit au principe qui est celui de l'ensemble des travaux du Shift, qui consiste à regarder l'économie d'abord et avant tout comme un phénomène physique et technique, qui se regarde, qui s'interprète sous des angles, à travers des grandeurs qui sont des grandeurs physiques et techniques, objectives, des joules, des tonnes et des personnes. On estime au Shift qu'il est indispensable, lorsqu'on parle de climat et de sortie de l'énergie fossile, de commencer, de commencer par utiliser
ce prisme d'un regard, de porter un regard sur l'organisation économique comme un phénomène, avant tout un phénomène concret, finalement, c'est-à-dire un phénomène physique qui se regarde dans des grandeurs physiques et techniques avant d'être regardé avec le prisme habituel des euros. Donc c'est ça qu'on explore, c'est ça qu'on vous propose d'explorer avec ce travail, observer quelles peuvent être les dynamiques de transformation concrète de l'organisation des systèmes économiques concrets, matériels de l'économie bretonne, et apprécier les voies de transformation qui découlent de ce regard, l'utilisation de ce prisme physico-technique plutôt que le prisme en général qui absorbe toute la lumière des débats sur la transition bas carbone, qui est le prisme des euros. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le prisme des euros ou que le prisme des euros n'est pas pertinent. Ça veut dire que ne pas utiliser le prisme des tonnes, des joules et des personnes qui font ou qui ne peuvent pas faire, qui sont prêtes à évoluer ou qui ne sont pas prêtes à évoluer dans leur pratique de travail ou de consommation, j'allais dire, c'est regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Donc ça, c'est le prisme de travail du Shift sur l'ensemble de nos travaux. Ici, on a tenté, on a pris le risque. C'est pour ça que je suis un peu ému parce que voilà, c'est une étape pour nous qui est essentielle de confronter notre prisme très macroscopique ou très sectoriel, mais avec les secteurs souvent isolés dans les travaux du chiffre jusqu'à présent, et d'appliquer ce prisme à l'organisation concrète d'un territoire qui a beaucoup de spécificités, mais qui a aussi beaucoup de points communs avec d'autres territoires, d'autres régions en France, qui est l'économie bretonne. Donc c'est ça qu'on vous propose d'explorer. Nous ne faisons que vous proposer un prisme, mais ce prisme, il ne sera utile que si vous l'utilisez. Et la première étape pour nous, c'est de bien vérifier avec vous qui serez, j'espère, les premiers utilisateurs du prisme qu'on propose, sa pertinence, sa solidité. Et c'est pour ça que systématiquement, en Shift, on fait des rapports intermédiaires qui sont là pour être critiqués, réfutés, améliorés. Et puis, on se donnera rendez-vous effectivement le début septembre, le 12, je crois, lors du Forum économique breton, lorsque le prisme sera prêt. Le prisme qui permettra d'interpréter des choses sur la capacité du territoire breton à évoluer dans une approche physique, avec un regard physique et technique, et une approche systémique, connectant euh, les différentes activités qui consomment aujourd'hui, qui sont tributaires des énergies fossiles. Et on espère que ce prisme sera utile pour la région Bretagne, mais aussi pour d'autres régions françaises, la région Grand Est notamment étant nous accompagnant avec la région Bretagne, l'AFPA et l'ADEME, que je remercie vivement, étant également la région Grand Est partenaire de ce projet. Donc voilà. On fabrique un prisme, il est en cours de fabrication. Dites-nous ce que vous voyez à travers ce prisme, si ça a du sens pour vous. Aidez-nous à améliorer ce prisme. Et puis, lorsqu'on aura, grâce à vous, amélioré la qualité de ce prisme, eh bien, on espère qu'il vous sera utile et qu'il sera utile aux acteurs économiques bretons et puis qu'il sera utile à d'autres acteurs dans d'autres régions qui ont des points communs dans ce chemin historique qu'il faut emprunter de la décarbonation de nos économies. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je laisse la parole à Yannick Selman, chef de projet, que je remercie et que je félicite pour son travail, qui va animer une présentation d'1 heure où vont se succéder chacun de nos chefs de projet, qui vont se présenter très bien, bien mieux que moi, puisqu'en plus, je suis trop long, pour vous expliquer un peu voilà, l'état, les questions qu'on s'est posées et l'état d'évolution de la fabrication du prisme qu'on vous propose. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Mathieu et bonjour à toutes et à tous. Je voudrais dire d'abord que je suis très très heureux de pouvoir présenter ces premiers résultats en équipe avec une équipe formidable qui m'accompagne. Et comme l'a dit Mathieu, on sera très très preneur de vos retours sur ces premiers résultats des travaux qui ont été introduits par Mathieu.
Alors, je vais passer peut-être rapidement les quelques slides sur le Shift Project, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Le Shift Project, c'est un groupe de réflexion qui est dédié à cette question de la transition bas carbone, qui a un statut d'association d'intérêt général, et ça c'est important de le souligner, et qui est attaché à la rigueur scientifique notamment de ses travaux et la transparence même de ses travaux, et qui est dédié à la question non seulement de l'analyse de ces enjeux de décarbonation et de transition énergétique, mais aussi à l'influence que peuvent avoir ces travaux en pratique dans l'économie nationale. Alors, le Shift Project, c'est un focus sur la décarbonation, mais sous la décarbonation, pour nous, ça veut dire deux choses. C'est une double contrainte carbone qui se présente à nous. La première, c'est évidemment le climat, c'est la réduction de nos émissions pour limiter le changement climatique. Et la deuxième, dont on parle beaucoup moins, on parle de plus en plus, mais le Shift a été assez précurseur là-dessus, c'est la contrainte sur la raréfaction des énergies fossiles qui se présente à nous. Si on ne fait pas la transition pour le climat, on devra la faire de toute façon parce qu'on n'aura plus les fossiles sur lesquels on fonctionne aujourd'hui. Euh, je passe rapidement, mais tout ça, ça veut dire beaucoup de choses d'ailleurs que Mathieu a déjà rappelé. C'est une vision physique de l'économie. C'est organiser ce travail et réfléchir, organiser des discussions sur ces enjeux qu'on objective avec nos outils. Et puis donc, ce sont des actions de communication pour que tout ça soit répercuté dans l'économie réelle, comme on le dit, pour qu'on ait cet impact sur la réalité de la décarbonation. Alors, on a un certain nombre de travaux depuis 2010, hein, la création du Shift Project, sur un certain nombre de secteurs, sur un certain nombre de thématiques. Il y a ce plan de transformation, notamment de l'économie française, dont on va reparler tout à l'heure, c'était cette ambition, hein, pendant la crise sanitaire et en anticipation des élections qui arrivaient 2 ans après, de présenter un plan d'ensemble de la décarbonation de l'économie nationale, et qui puisse être vraiment prise en main de manière très concrète par les acteurs politiques et économiques. D'autres travaux, vous le voyez, sur la résilience du territoire, les enjeux d'emploi de formation, cette question des énergies fossiles, gaz et pétrole et leur disponibilité, et puis d'autres travaux, dont un travail sur l'agriculture qui est encore en cours. Je le mentionnais de nouveau tout à l'heure. J'en profite pour remercier encore une fois les partenaires du projet, euh, et remercier en particulier la région Bretagne pour avoir bien voulu accepter cette expérimentation sur leur territoire, et remercier l'AFPA quand même de leur accueil formidable, je dois le dire, dans cette enceinte. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, hein, j'ai été accompagné par ce projet par toute une équipe et notamment en copilotage par Corentin Riette, qui est chargé de projet Résilience des territoires et prospective. Plongeons dans le sujet. Quelle a été la problématique du Shift Project qui a motivé ce projet? Eh bien, c'est justement tirer parti de l'expertise qu'on a pu développer dans le plan de transformation de l'économie française, où on a montré qu'un plan de décarbonation qui atteint son but, hein, à 2050, qui puisse atteindre son but, il a besoin de prendre en compte non seulement la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il a besoin de prendre en compte la raréfaction des ressources et les conflits d'usage des ressources alternatives aux fossiles qu'on voudrait utiliser, et il a besoin d'intégrer la planification des emplois et des compétences, puisque ces emplois et des compétences vont être bouleversés par la transformation bas carbone. Et on voulait apporter cette expertise aux régions euh, pour que ces régions puissent développer avec des outils que l'on fournirait leur propre planification bas carbone, en tout cas qui contribuent aux outils existants pour la planification bas carbone des acteurs régionaux au sens large. Il ne s'agit pas seulement des régions au sens politique. Alors on pourrait poser la question, hein, pourquoi pas un plan de transformation de l'économie bretonne, un PTEB. Alors, je ne sais pas si le nom sonne très très, très bien déjà, mais alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on pense que notre valeur ajoutée, elle est d'abord dans la méthodologie qu'on va pouvoir mettre sur la table pour permettre aux acteurs de terrain qui ont la vraie connaissance locale spécifique des conditions locales pour appliquer, discuter d'abord et appliquer un plan de transformation avec une connaissance fine du terrain, une connaissance qu'on ne pourra pas avoir au Shift Project. Je sais que Mathieu aime bien dire qu'on est une bande de crânes d'œufs parisiens. Alors, on a beaucoup de non-parisiens dans ce projet, je souligne, mais effectivement, l'idée, c'est
les outils qu'on pourra apporter aux régions pour qu'elles mobilisent leur propre expertise locale. Et que ce soit la région Bretagne, hein, région d'expérimentation, bien sûr, mais aussi les autres régions, c'est l'avantage d'une approche plus méthodologique. Alors, quels sont ces outils hein, dont je n'arrête pas de parler? Eh bien, ce sont de manière peu surprenante des outils d'abord de chiffrage euh, de mesures de décarbonation de l'économie. On sait à peu près hein, les choses qu'il faut faire pour décarboner l'économie. Ce n'est pas des choses tout à fait nouvelles. Heureusement, aujourd'hui, hein, le débat a beaucoup avancé. Par contre, des chiffrages, des méthodologies transparentes de chiffrage en fonction de leviers de décarbonation sectorielle qui montrent de manière transparente les effets sur la réduction des gaz à effet de serre, les effets sur les consommations d'énergie et les effets de concurrence d'usage sur ces énergies. Et encore une fois, c'est aussi les effets en termes d'emploi et de compétences. C'est une palette qui est encore à compléter, et notamment à l'échelle régionale. On espérait pouvoir compléter cette palette et adapter nos outils. Le deuxième aspect de ces outils qu'on veut proposer, c'est de réfléchir à cette cohérence entre secteurs, hein, qui a été aussi évoquée par Mathieu au niveau national. Qu'est-ce que ça veut dire à un niveau régional de comprendre cette interdépendance entre secteurs qui sera d'autant plus forte sous contrainte de ressources hein, à utiliser en commun. Et puis un élément, un ajout assez essentiel hein, dans ce travail, c'est comment on met en cohérence une approche régionale de la décarbonation avec une planification nationale. Ce sont des choses, comme vous le savez, qui se mettent en place de manière de plus en plus forte au niveau national. Et réciproquement, comment une approche nationale peut s'alimenter d'approches régionales. Et on voit bien que c'est tout un système qui se décide. Et l'enjeu pour nous, c'est de montrer, de donner aux régions la possibilité de prendre des décisions stratégiques à partir de ces éléments de chiffrage, de cohérence intersectorielle, de cohérence nationale, parce qu'on voit que quand on bouge quelque chose, c'est tout le système qui bouge avec. Et c'est ces effets-là qu'on veut montrer pour que les acteurs puissent se dire, ah, si on se met d'accord sur ça, ben, ça va entraîner telle conséquence et on va devoir faire telle autre chose par ailleurs et construire un plan cohérent de cette manière à l'échelle locale. Voilà. Tout ça, c'est assez ambitieux. Les livrables finaux du projet, c'est donc des outils finalement de planification, hein, avec ces outils notamment de quantification. C'est un outil de dialogue prospectif qui permet de se saisir de ces résultats et de ces outils quantitatifs pour organiser des discussions entre acteurs, notamment entre acteurs économiques et politiques et la société civile. Des recommandations sur la gouvernance, parce qu'on voit bien qu'il va falloir y aller collectif pour y arriver et qu'on pense que les régions sont un lieu particulièrement favorable à une approche collective de la décarbonation au niveau des secteurs notamment. Et puis bien sûr, hein, un des grands intérêts de ce projet, c'est de pouvoir montrer avec l'expérimentation sur la Bretagne des ordres de grandeur de transformation à partir de décisions stratégiques qui seront explicitées justement hein, dans nos présentations pour qu'on comprenne les enjeux des décisions qui sont prises. Et puis, un travail qui sera complété dans la deuxième partie du projet par une confrontation quelque part aux réalités de terrain de nos analyses au niveau régional. Un petit mot sur le périmètre sectoriel sur lequel on s'est attardé. Alors, on n'a pas pu couvrir tous les secteurs du plan de transformation de l'économie française, mais on pense que c'est déjà un périmètre intéressant. 3 secteurs sur lesquels on a pu faire des propositions chiffrées de décarbonation et des analyses chiffrées des enjeux. La mobilité quotidienne, et on l'a groupé ça avec, pour nous, quelque chose qui doit être en cohérence, c'est les industries liées de la mobilité. On pense à l'automobile, mais on peut parler du vélo et d'autres industries. Euh, le fret, le transport de marchandises, et le logement. Donc, ces 3 secteurs avec des quantifications. Un secteur, l'agro-industrie, sur lequel on a des analyses qui vont être un peu plus qualitatives sur les enjeux de transformation, parce que aussi on attend nos propres conclusions au niveau national sur ce secteur, hein, qui sont encore à venir. Et puis un secteur qu'on va dire serviciel classique, celui de la culture et notamment des festivals, qui va s'appuyer sur tous ces autres secteurs pour fonctionner et donc forcément pour se décarboner. Et l'enjeu étant bien sûr d'étendre ce périmètre sectoriel. On serait très heureux que la méthodologie soit saisie par les acteurs pour l'étendre à d'autres secteurs notamment. Donc le déroulé, hein, tout simplement, on va vous présenter nos premières scénarisations sectorielles et bien montrer les enjeux de décision stratégique qui ont été pris dans ces scénarisations.
Confronter cela à une évaluation systémique, est-ce que tout cela tient? Est-ce que les concurrences d'usage des vecteurs énergétiques sont tenues avec la disponibilité qu'on peut anticiper à 2050? Et puis, quels sont les impacts en emploi et en compétences des premières scénarisations qu'on aura effectuées? Puis, je vous parlerai rapidement des prochaines étapes du projet. Voilà, je cède la parole au chef de projet pour la présentation sectorielle et je me permettrai de remplacer Laurent Perron, chef de projet mobilité, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Merci. Et j'appelle, je crois, Ruben Fischer, chef de projet fret. Merci Ruben. Merci. Le transport au niveau national, c'est 30% d'émissions. Et c'est le seul secteur dont les émissions sont en hausse depuis 1990, ou en tout cas n'ont pas retrouvé leur niveau d'émissions de 1990, comme on voit sur le graphe de gauche. On voit également sur ce graphe que les efforts à faire pour la décarbonation sont relativement importants. Le mieux qu'on puisse dire, c'est que la courbe jusqu'alors a peut-être stagné, avec une baisse autour de 2008 lors de la crise financière. Mais en gros, l'amorce de la tendance baissière n'a pas encore été entamée. Donc l'enjeu est grand au niveau national et à ce titre-là, la région Bretagne, comme toutes les autres régions, a sa part, doit jouer sa part. Pourquoi est-ce que le secteur n'a pas réussi sa décarbonation? Est-ce que c'est parce que tous les acteurs du secteur s'en foutent? A priori, non, c'est pas ça. Et sur la partie gauche de la planche, on isole les différentes variables qui ont contribué aux émissions. À la fois au-dessus de la ligne 1, les facteurs qui ont évolué à la hausse, il y en a deux, et à la fois les facteurs en dessous de la ligne 1 qui ont évolué à la baisse. Donc, les acteurs du secteur se sont bougés. On a travaillé sur l'efficacité opérationnelle, par exemple, on a augmenté le taux de remplissage, et ça permet de tirer les émissions à la baisse sur cet axe-là d'à peu près 30%. On le voit sur la ligne ici, en termes de taux de remplissage, pardon. Deux autres facteurs qui ont permis de tirer les émissions vers la baisse, c'est l'intensité carbone de l'énergie que nous avons utilisée, et c'est également l'efficacité des véhicules. Donc, on a eu des gains qui ont permis de réduire les émissions, mais des gains relativement modestes, de l'ordre de 10 à 30%. Et les deux facteurs qui ont tiré les émissions vers la hausse, le premier, c'est la demande de transport. En gros, on a transporté de plus en plus de choses. Et le deuxième facteur, c'est le fait qu'il y ait un transfert de transport vers le mode routier. Et quand on dit routier, c'est le mode routier thermique. Et l'ordre de grandeur entre les gains que nous avons eus ou les réductions d'émissions que nous avons eues d'une part et les augmentations que nous avons eues sont de 1 à 10. On a pu récupérer à peu près 30% d'émissions, par exemple, en améliorant le taux de remplissage. Mais par contre, en termes de demande de transport, on a augmenté de 340%. Ce qui me semble intéressant à retenir dans ça, c'est qu'on pourra améliorer plein de choses du point de vue opérationnel et technologique. Il y a des choses qui sont inéluctables sur lesquelles on doit agir, sinon on ne va pas y arriver. Et ces deux choses sont mises en exergue par ce graphe, qui sont donc la demande de transport et le fait de passer majoritairement par le transport routier thermique. Sur les enjeux de territorialisation, pardonnez-moi, par rapport au niveau national, il y a deux choses qui sautent aux yeux. Le premier, c'est qu'en Bretagne, il n'y a pas de transport fluvial de marchandises, alors qu'au niveau national, ça compte pour à peu près 2 à 3%. Au niveau du transport ferroviaire de marchandises en Bretagne, c'est 1% des tonnes-kilomètres, alors qu'au niveau national, c'est plutôt autour de 9%. Donc, en gros, c'est 99% en mode routier thermique. En termes d'énergie consommée et de produite au niveau de la région, on consomme à peu près 11 gigawattheures pour le transport de marchandises. Et on produit au niveau breton à peu près 17 gigawattheures. Donc, ce n'est pas la même énergie, mais néanmoins, en termes d'ordre de grandeur, ça veut dire qu'une fois qu'on a fini de transporter ce qu'on a transporté, il ne reste pas grand-chose pour cuisiner, se chauffer, pour faire tourner les hôpitaux. Enfin bref, on aura consommé entre 50 et 60% de l'énergie dont on dispose. Il restera très peu de choses pour le reste. C'est un choix de société qui me semble a priori un peu discutable. 75% du poids des marchandises qui sont transportées en Bretagne restent en Bretagne, au sein de la région. Et même à l'intérieur de cela, une grande partie de ce qui est transporté reste au sein du même département. Donc, au-delà de dire qu'il y a un transport qui est majoritairement endogène, ça veut dire qu'en gros, il y a une forme d'autonomie de la prise de décision qui fait que si on couvre déjà 75% du scope, eh bien, potentiellement, on n'a pas besoin d'attendre d'autres acteurs ailleurs.
Et moi, je suis grand breton, pas breton, donc je ne peux pas prétendre parler de la région Bretagne en termes de culture, d'histoire, de mobilisation, mais néanmoins, dans le cadre des entretiens que j'ai pu mener, il me semble ressortir des éléments culturels qui sont spécifiques, une force de mobilisation à la fois pour et contre, dont il faut prendre note, et à la fois une histoire et une manière dont les acteurs ont pu réussir à se fédérer ici, que je n'ai pas retrouvé dans d'autres régions, par exemple. En termes de résultats de scénarisation, donc ce sont des résultats qui sont intermédiaires, mais en gros, par rapport aux différents paramètres qu'on vient de voir et par rapport aux enjeux nationaux et régionaux, quelques pistes qui se dégagent. Le premier, c'est de se dire, dans le plan national, le transport ferroviaire et fluvial comptait pour 30% de transport de marchandises à 2050. Avec un point de départ relativement faible tel que nous l'avons en région Bretagne, ce n'est pas possible de viser la même chose, et donc il faut concentrer les efforts sur d'autres axes. En gros, on ne peut pas passer de 1 à 25% de ferroviaire en 25 ans, ce n'est pas possible, et on ne va pas construire toute une infra fluviale s'il n'y en a pas. Donc, ce qu'on propose, c'est un passage temporaire et un peu par défaut sur des biocarburants. Alors, pour autant, il y a quand même des inconvénients et il y a des choix à faire. Si on utilise des biocarburants pour le transport, ça veut dire qu'il y en a moins pour d'autres secteurs. Ça veut dire qu'il faut d'autant plus réduire la demande. Et je ne vous cache pas que quand on traite ce point-là avec les différents acteurs, le moins qu'on puisse dire, c'est que le sujet ne dégage pas une unanimité. Pardon. L'électrification des véhicules, comme il y a beaucoup de transport qui est fait en région Bretagne, qui est sur une relative courte distance, ça permet de plus facilement électrifier les véhicules utilitaires légers. Pour autant, ce ne sont pas les véhicules les plus efficaces. En gros, plus le véhicule est gros, plus la massification du transport permet des gains d'efficacité. Donc là aussi, ça pose des questions. On propose également une électrification des routes. En gros, ça veut dire par caténaire ou par induction. Ça veut dire plutôt que d'avoir des camions avec 5 ou 6 tonnes de batterie, par exemple, ils seront alimentés tout en roulant. Et ça veut dire que les 5 ou 6 axes principaux qui sont est-ouest et nord-sud devront être électrifiés selon les tests qui sont en cours sur la 10, à condition que les tests opérationnels dégagent des résultats positifs. Il faut continuer la mutualisation et la massification telle qu'elle est déjà expérimentée en région Bretagne, mais il faut appuyer, il faut passer du mode push au mode pull et faire en sorte qu'il y ait une gouvernance forte qui fasse que ce ne soit pas, entre guillemets, au bon vouloir ou selon la mobilisation des acteurs, mais que ce soit un parti pris pour dire, au niveau de la région, c'est un impératif énergétique et climatique. Et finalement, des leviers transverses qui sont la formation et la certification, qui sont là pas spécifiques à la région Bretagne, qui sont un enjeu national. Mais si on veut avoir des acteurs qui connaissent les enjeux, qui soient force de proposition, il nous semble normal d'avoir une formation qui permet d'avoir la même base de connaissances. Pardon, oui, je vais essayer de parler plus fort, pardon. Une même base de connaissances et pourquoi pas une certification ou une habilitation à exercer dans le transport de marchandises pour qu'on puisse tous aller vers le même sens. Ce sont que des chiffres estimatifs, mais néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'à 2030, il y a 3 leviers principaux qui se dégagent. Les 2 premiers sont la réduction de la demande. Le deuxième, c'est l'électrification du transport de marchandises. Et le troisième, c'est le passage par les biocarburants. Ça, c'est à l'échelle 2030. Et pour 2050, ce sont les 2 leviers principaux sur lesquels dont j'ai parlé, qui sont accentués. Le premier, c'est l'électrification des véhicules, avec des projets à plus long terme, comme l'électrification des routes. Et le deuxième, c'est quand même la réduction de la demande qui doit continuer, parce qu'on n'imagine pas pouvoir transformer les choses en profondeur d'ici 2030. J'en ai terminé pour le fret. Je repasse la main à Yannick pour la mobilité. Merci beaucoup, Ruben. Et donc, je vais vous parler, je remplace encore une fois mon collègue Laurent Perron pour parler de décarbonation de la mobilité quotidienne et des enjeux industriels qui sont liés à cette mobilité quotidienne. Alors, la mobilité quotidienne, ce sont les déplacements de moins de 80 km, 100 km par la route, 80 km à vol d'oiseau qu'on fait de manière quotidienne, un peu pour toutes nos activités, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les loisirs ou d'autres besoins. Si on retient les chiffres de Ruben tout à l'heure sur le transport, qui est à peu près près d'un tiers de nos émissions aujourd'hui, malheureusement plutôt en augmentation, et c'est le seul secteur d'ailleurs dont les émissions ne baissent pas en France.
eh bien, la mobilité quotidienne représente à peu près la moitié de ces émissions. Donc, c'est extrêmement significatif, hein, c'est plus de 15% de fait des émissions nationales. Et ces chiffres se retrouvent sur la région Bretagne. C'est ça qu'on peut aussi souligner. Et puis, une mobilité, évidemment, qui dépend encore très, très largement du pétrole aujourd'hui, plus de 90%. Alors, quelles sont les spécificités régionales, hein, par rapport aux analyses qu'on a pu faire au niveau national et nos propositions? On va se poser la question, par exemple, de la place de la voiture, et on s'aperçoit que la voiture est beaucoup plus utilisée encore en Bretagne qu'ailleurs. C'est près de 9 km sur 10 qui sont faits en voiture en Bretagne, hein. C'est plus de 7% de plus qu'au niveau national. Et là, on pourrait se dire, ah bah oui, on est en Bretagne, il y a des territoires ruraux, il y a plein de villes moyennes, c'est compliqué, on ne pourra pas décarboner comme les autres. Bon. Autre spécificité régionale, eh bien en fait, 2 tiers des distances qui sont effectuées pour la mobilité quotidienne sont inférieures à 35 km. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est 20% de plus qu'au niveau national. Donc les distances parcourues finalement ont tendance à être plutôt plus faibles en moyenne, plus de déplacements, des distances plus faibles qu'au niveau national. Et on verra en quoi c'est intéressant quand on s'attaque aux différents leviers de décarbonation. Et quand on s'attaque au levier de décarbonation, finalement, on reprend la logique qu'a décrite Ruben tout à l'heure, hein, sur les différents facteurs qui se multiplient entre eux pour voir où vont les émissions de CO2. Il y a les facteurs technologiques, notamment les facteurs d'efficacité et d'intensité carbone, et les facteurs d'usage. On parlait tout à l'heure de demande de transport, hein, ça ici, c'est la demande de mobilité, et les facteurs, les types de modes de transport qu'on utilise, les taux de remplissage, qui vont impacter l'autre partie de l'équation pour aboutir aux émissions. Et donc, si on s'intéresse aux aspects technologiques, alors là, rien de nouveau, j'ai envie de dire, hein, c'est pas de nouveauté. On n'échappe pas quelque part, hein, quelle que soit la région, à un besoin d'électrification massive des flottes de véhicules particuliers et de camionnettes. Alors, on est à des taux d'électrification aujourd'hui qui sont particulièrement faibles en Bretagne, mais finalement, au niveau national, c'est aussi extrêmement faible, hein. Donc, l'effort doit être très important et constant à peu près partout. Euh, et on pourrait discuter, hein, d'usage de d'autres vecteurs énergétiques, mais clairement, l'analyse aujourd'hui, elle est évidente sur l'efficacité de l'électrique pour les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires légers. En revanche, quand on parle des flottes de bus et de cars qu'on pourrait électrifier, eh bien, on peut se poser la question effectivement d'autres vecteurs. Mais en fait, si on fait l'analyse et le chiffrage, et c'est bien ça l'avantage d'avoir ces méthodes, ces outils, pardon, et ces méthodologies transparentes et intersectorielles, c'est de s'apercevoir qu'on peut se mettre dans des blocages très rapidement. Si on veut faire de l'hydrogène, si on veut faire des biocarburants à grande échelle, même sur des flottes qui s'y prêtent peut-être un peu plus, hein, les bus et les cars, en fait, ça ne marche pas. Donc, ça doit rester sur des usages extrêmement restreints. En revanche, un autre aspect qui peut être intéressant sur ce type d'électrification de flotte, c'est le rétrofit. Parce que la valeur du véhicule lui-même est beaucoup plus importante. Finalement, le coût relatif de changer, de changer le moteur et de mettre une batterie peut être plus acceptable et efficace sur la durée. Alors, encore une fois, hein, il n'y avait pas grand-chose de nouveau là-dessus. Par contre, qu'est-ce qui est nouveau? C'est que peut-être le territoire breton se prête en particulier à un développement de véhicules légers, intermédiaires, les vélis comme on les appelle. C'est tout ce qui est intermédiaire quelque part entre le vélo électrique et la voiture. Et par exemple, si on parle des micro-voitures, finalement, les plus gros de ces vélis, c'est déjà 3 fois moins de matière et d'énergie utilisée que pour une voiture classique. Donc, est-ce que, étant donné les distances parcourues sur le territoire breton, comme on vient de le voir, il n'y a pas une pertinence particulière, non seulement à l'usage de ces voitures, mais en plus, une opportunité industrielle, on en reparlera, par rapport au secteur automobile. Mais on le voit, on l'a bien vu pour le transport de marchandises, c'est la même chose pour le transport de personnes. Les leviers technologiques, ils ne permettront pas, même en les poussant à fond, et c'est extrêmement ambitieux ce qui est proposé là, hein, qui est proposé aussi au niveau national, au niveau des leviers technologiques. On n'arrive pas à faire le chemin jusqu'à 2030, on fait même la moitié, tout juste la moitié du chemin, et on se pose des questions de bouclage énergétique. On va consommer trop d'électricité, en gros, hein, à 2050, si on se contente d'électrifier la flotte actuelle. Et donc, il va falloir jouer sur les facteurs d'usage de la mobilité.
Là, de nouveau, des choses pas forcément toujours nouvelles sur la réduction du besoin, mais c'est des choses qui doivent s'adapter, bien sûr, au territoire, hein, de l'organisation des activités à l'échelle des aires urbaines, de manière séparée, j'ai envie de dire, des enjeux ruraux, hein, qui sont évidemment très différents, avec un usage de la voiture qui va rester, bien sûr, plus important dans les zones moins denses. Et puis, un choc d'offres de transport public. Alors, quelle est la différence du territoire breton et quelle peut être l'analyse sur d'autres territoires? Eh bien, c'est le fait que euh, ce réseau moins dense ferré qui a été mentionné par Ruben fait qu'on pourra peut-être plus s'appuyer sur des trains ou des cars express. Et encore une fois, on peut chiffrer l'impact de passer par les cars express par rapport au ferroviaire. Et donc, vous voyez, les Bretons sont plutôt moins nombreux à être proches d'une gare que au national. Et donc, par contre, il y a un réseau routier qui est extrêmement dense, qui peut être exploité en ce sens. Pourquoi pas en profitant de l'électrification des routes pour le fret routier, qui est, je veux juste le rappeler, hein, qui est une proposition qui permet d'atteindre l'objectif et par rapport à laquelle ensuite on doit se positionner en termes de faisabilité économique, etc. Soit on renonce à l'objectif et dans ce cas on dit c'est pas faisable mais on renonce à l'objectif, pardon. Soit on dit il va falloir y arriver et il va falloir trouver une solution. Est-ce que c'est l'électrification des routes? On le pense. Est-ce que c'est autre chose? C'est à voir. Alors évidemment un besoin toujours de vision systémique et on a des je propose d'aller voir nos rapports méthodologiques sur le sujet, hein, comment méthodologiquement, on a une approche systémique de la décarbonation de la mobilité et pas dans les grandes villes. Bien sûr, ce n'est pas ça l'enjeu. C'est ça, on le sait assez bien faire. C'est dans les zones de moyenne densité. On a un rapport dédié sur le sujet. Et puis, bien sûr, développer un système vélo complet. On parle beaucoup de vélo, de faire des pistes. Là encore, allez voir nos rapports méthodologiques sur le développement de systèmes vélo complet pour passer à l'échelle sur ces usages, bien sûr, dans les centres les plus denses et urbains. Alors les résultats de tout ça, hein, si on met en place tous ces efforts avec des adaptations, encore une fois, au territoire breton, ben, on peut se dire qu'on peut passer d'une situation où la voiture est encore plus dominante qu'ailleurs à un recul extrêmement fort en utilisant des véhicules qui sont plus adaptés aux besoins, ces véhicules légers, intermédiaires, et qui permettent de faire reculer l'usage de la voiture individuelle. Finalement, on a une mobilité globale du parc qui baisse en véhicules particuliers et en véhicules utilitaires légers. Mais l'enjeu, c'est que ces transformations permettent de maintenir la mobilité. C'est quand même ça l'enjeu, et c'était l'enjeu du plan de transformation. Comment on transforme l'économie en permettant de maintenir nos usages? On fait baisser la part de la voiture et on fait baisser très très fortement, même en électrifiant, la consommation énergétique et qui devient une consommation essentiellement électrique à 2050 avec, et on peut le souligner, les Vélis qui permettent un gain de 10% par rapport à une situation où on ne s'appuie pas sur les véhicules intermédiaires. C'est extrêmement significatif. On peut parler du réseau électrique breton, on peut parler de la production, mais tous les gains sont bons à prendre et sont bons à prendre, y compris pour d'autres secteurs. Voilà, merci et j'appelle Rémi Babu sur le logement. Merci. Alors, sur le logement, donc un point rapide au niveau national sur la répartition des émissions. C'est un secteur qui pèse assez lourd, pas aussi lourd que le transport, mais c'est du même ordre de grandeur que ce qu'on peut avoir du côté de l'industrie, par exemple. Donc ça pèse lourd, ça touche tout le monde. C'est un secteur qui est très diffus puisque ben, chacun d'entre nous, en tout cas j'espère, avons un logement. Donc c'est vraiment un secteur où il y a finalement il y a quasiment 60 millions d'acteurs à mobiliser, voire un petit peu plus même maintenant, on est plutôt 67. Dans ce secteur-là, on a toute la partie consommation d'énergie. Vous voyez sur ce Mondrian-là qui est dans les couleurs orange et jaune, avec tout ce qui concerne la consommation d'énergie fossile, et puis ce qui vient des réseaux avec l'électricité. Je vais plutôt montrer avec ça, je pense que ce sera mieux en ligne. Et ce qui vient des réseaux de chaleur. En couleur vive, évidemment, c'est ce qui s'applique au logement. Et en couleur plus claire, on a ce qui s'applique au tertiaire, donc aux bâtiments non résidentiels qui ne nous concernent pas aujourd'hui. On voit globalement, hein, le logement, c'est quand même la majeure partie de nos consommations énergétiques dans le bâtiment. Ce qui est important, c'est de se dire que là, si je prends toutes ces aires orange et jaune ici, donc y compris avec celle du bâtiment non résidentiel, on est à 40% des consommations d'énergie nationale, des consommations d'énergie finale. Donc,
même si c'est un secteur où on est un peu moins dépendant des énergies fossiles que le transport, par exemple, où Yannick vous disait juste avant qu'on était à 90% dépendant du pétrole. Dans le logement, vous voyez sur ce que nous dit le graphique de droite là-bas, c'est qu'il y a à peu près seulement, entre guillemets, 50% des logements qui sont chauffés aux énergies fossiles. Donc c'est ce qui est en gris et noir. À l'échelle nationale, on est à peu près à 50%. En Bretagne, on est un petit peu moins. C'est un peu mieux. Donc, on est moins dépendant des énergies fossiles. Par contre, en termes de consommation d'énergie finale, c'est un secteur qui est très, très consommateur. Je disais 40% de la consommation nationale pour le bâtiment, 28% pour le logement. Donc, en termes notamment de rebouclage énergétique, dont Corentin vous parlera sans doute tout à l'heure, c'est un secteur qui est très, très dimensionnant. Et donc, faire des économies d'énergie dans ce secteur-là, au-delà de purement la dimension carbone, c'est un sujet majeur pour nous permettre de boucler les trajectoires de décarbonation. Donc, j'ai beaucoup parlé de la partie énergie jusqu'à maintenant, qui est en orange et en jaune, mais vous voyez qu'on a une autre partie relativement importante qui pèse pour à peu près un tiers des émissions du secteur, qui est en fait la construction. Et donc ça, c'est la construction de nouveaux logements qu'on vient rajouter chaque année. Donc ici, en orange et jaune, vous avez la consommation de 30 millions de résidences principales, plus 6 millions de résidences secondaires. Et puis, en bleu, ici, vous avez la construction annuelle de 300 à 400 000 nouveaux logements chaque année. Et donc, on voit que c'est un impact qu'il faut attaquer en même temps que celui de la question de l'énergie, sur lequel on a parlé de la rénovation. C'est un sujet qui est quand même sur la table depuis longtemps. Le sujet de la construction, c'est un peu plus récent. On a des réglementations, notamment la récente RE 2020, qui s'attaque à ça. Mais là-dessus, il y a quand même une trajectoire de réduction qui va devoir aller assez vite, au même rythme que globalement l'industrie. Donc, si on reprend un petit peu notre logique d'équation de Kaya que vous avez déjà vue sur les transports, alors moi, je n'ai pas remis les courbes, mais je pourrais vous le faire en qualitatif. Donc, on retrouve nos deux parties avec sur la partie exploitation, donc, qui concerne plutôt la question de l'énergie, et ben, évidemment, le nombre de personnes qu'il faut chauffer. Ensuite, la cohabitation des ménages, combien de personnes cohabitent dans un même logement, et donc en gros, combien de logements il va nous falloir pour loger toute la population. Globalement, la taille des ménages, depuis des années, elle ne fait que réduire. Aujourd'hui, on est à une moyenne de 2,2, 2,1 personnes par logement. Et il est prévu qu'à horizon 2050, on soit plutôt à 2. En Bretagne, c'est un petit peu moins. Les chiffres sont déjà plus bas. On est déjà en dessous des 2,1 personnes par logement. Et donc ça, avec le vieillissement de la population, ça a tendance on a tendance encore à décohabiter et donc à avoir besoin de plus de logements. Parce que voilà, les personnes âgées vivent plus souvent seules, notamment à cause des décès, etc. Donc il y a un sujet là-dessus. Il n'y a pas que le nombre, il y a la question de la surface. Et donc là, la surface, c'est important parce que c'est des surfaces à chauffer. Tout à l'heure, on le retrouverait aussi dans la notion de surface à construire. Euh, euh, Globalement, les consommations d'énergie ou les consommations de carbone liées à la matière, elles sont proportionnelles à cette surface-là. Donc ça, c'est assez important. Là-dessus, au niveau national, la surface des appartements, par exemple, qu'on construit, elle est assez stable. La surface des maisons individuelles qu'on construit, elle a continué à augmenter, elle continue encore d'augmenter chaque année par maison individuelle construite. Il y a la consommation d'énergie par mètre carré. Donc là, c'est vraiment, on va retrouver les notions d'efficacité énergétique du bâtiment, donc isolation et puis efficacité des systèmes. Là, la stratégie là-dessus, c'est vraiment de rénover assez fort et puis de passer à des modes de chauffage un petit peu plus efficaces. Là, on est plutôt sur du progrès incrémental. Et puis, enfin, il y a la question de l'intensité carbone de l'énergie. Donc, quelle énergie on utilise? On l'avait dit tout à l'heure, seulement entre guillemets 50% d'énergie fossile dans le bâtiment. Le but, c'est quand même de passer à zéro en 2050. C'est un secteur sur lequel on a des solutions de substitution, notamment on parle beaucoup de la pompe à chaleur en ce moment. C'est vrai qu'elle va pouvoir répondre à un nombre de cas important, mais il y a un panel important de solutions autour des réseaux de chaleur, autour du bois, autour de systèmes solaires qu'on va pouvoir parfois combiner avec les pompes à chaleur, etc. Il y a tout un panel de solutions techniques qui existent déjà et qui ont juste besoin d'un peu de progrès incrémental.
mais sur lesquels il n'y a pas de révolution technologique à attendre. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire d'ores et déjà. Donc, sur cette partie-là, la stratégie qu'on avait détaillée dans le plan de transformation au niveau national, c'était une stratégie qui mettait surtout le paquet sur la rénovation énergétique globale et performante des logements, donc c'est-à-dire une rénovation où on rénovait, si possible, l'ensemble des composantes du logement, et pas une rénovation geste par geste où on fait uniquement changer les fenêtres, ou uniquement isoler les combles, ou uniquement changer la chaudière, comme c'est encore largement majoritairement le cas aujourd'hui. On fait l'ensemble des postes ensemble parce que ça nous permet d'avoir de la cohérence et de la coordination entre ces postes et donc de meilleurs résultats à la fin. Et décarboner la chaleur, eh bien, notamment, il y a beaucoup d'électrification, je le disais, avec de la pompe à chaleur, mais il y a aussi d'autres moyens. Il y a un peu de recours à la biomasse de manière assez raisonnée, encore une fois, notamment pour des questions de bouclage énergétique et de santé de nos forêts, etc. Et puis, c'est un front qu'on n'avait pas ouvert dans le PTEF national, mais il y a la question de la sobriété d'usage et notamment de réussir à faire des rénovations derrière lesquelles l'effet rebond est limité. Donc l'effet rebond, c'est le fait de consommer plus que ce qu'on aurait pu s'attendre. En isolant, on pense pouvoir consommer moins. Et puis en fait, après, on augmente le niveau de confort, on augmente le chauffage. Et donc, il y a des possibilités quand même pour le limiter. Donc, il y a des choses à faire là-dessus. Côté construction, donc ce qui pèse à peu près le dernier tiers des émissions aujourd'hui liées au secteur. Donc, on a la notion des surfaces qui sont aujourd'hui construites, rénovées et entretenues. D'ailleurs, ça pèse quand même un petit peu le fait d'entretenir, même hors rénovation thermique. Ça dépend essentiellement de la croissance de la population pas tant, mais la croissance du nombre de ménages. Donc, est-ce que c'est la natalité, mais c'est aussi est-ce qu'on décohabite. Ça dépend évidemment de à quel point on va fort aussi sur la trajectoire de rénovation. Et puis, donc du coup, ça veut dire qu'il y a la question du dynamisme de la population, mais il y a aussi la question de comment on utilise le stock de bâtiments existants. Et notamment, ça va peut-être parler un peu dans le contexte breton, mais il y a la question de la résidence secondaire, la résidence principale, les logements vacants, typiquement la situation bretonne. On a des contextes côtiers avec des marchés du logement assez tendus, où on a parfois une compétitivité forte, une concurrence forte pardon, entre résidence principale, résidence secondaire, alors qu'en centre-Bretagne, on a des taux de vacances qui sont assez élevés. Donc là-dessus, il y a des choix politiques, il y a des possibilités, on en évoque quelques-unes dans le rapport, aussi de prendre des mesures pour favoriser une meilleure occupation du parc. Ensuite, sur la construction, il y a tout un volet de choix architecturaux et techniques qui sont en cours d'apprentissage, notamment du côté des architectes, des bureaux d'études techniques, de la promotion, etc., sur lequel il y a tout simplement dans la forme du bâtiment, dans le langage architectural, il y a une intensité en matière. Est-ce qu'on fait des développés de façade plus ou moins importants? Est-ce qu'on a des bâtiments plus compacts et donc on consomme moins de matière par mètre carré habitable? Et puis, il y a un choix de mode constructif. Globalement, on sait qu'il faut se diriger un petit peu plus vers des modes plutôt plus biosourcés, qui sont en général plus bas carbone et qui en plus stockent du carbone. Et donc, si on choisit de manière un peu simplifiée entre du béton, de la maçonnerie, du bois ou quelque chose d'un petit peu mixte entre tout ça, ça va avoir un impact différent. Et enfin, il y a la question purement industrielle de l'intensité carbone de la matière. Donc la matière qu'on va choisir d'utiliser pour la construction, elle est fabriquée en amont par des filières industrielles qui elles-mêmes peuvent investir dans la décarbonation de l'acier. Vous avez sans doute entendu parler, il y a des gros investissements en cours du côté de Dunkerque. Dans la filière du ciment, il y a énormément d'initiatives en ce moment et je vous renvoie à un autre rapport du Shift Project. Donc, il y a aussi une partie de la décarbonation de la construction qui va se jouer à ce niveau-là, à l'amont. Voilà. Et donc, sur cette partie construction, spécifiquement au niveau régional, on a un petit enjeu parce que la Bretagne, c'est à la fois une région qui est plutôt plus dynamique que le national au niveau démographique. Et donc, c'est une région qui a aussi tendance à construire plus avec les sujets que je mentionnais tout à l'heure de résidence secondaire. C'est aussi une région qui artificialise quand même beaucoup au niveau national. Donc là-dessus, il y a un tas de questions à se poser. Concernant les premières, donc les résultats provisoires de la déclinaison de la trajectoire nationale, comme je le disais, la stratégie au national, c'était plutôt une stratégie qui allait très fort sur la rénovation,
qui ne s'intéressait pas trop à la sobriété, ni dans l'usage, ni dans la construction, avec une baisse de la construction, mais qui est tout simplement liée à la baisse de dynamisme démographique et de la décohabitation, et sur laquelle on ne mettait pas spécialement de pression. Pour autant, c'est possible de faire un certain nombre d'arbitrages politiques dans ce sens-là. Donc, stratégie très rénovation, avec une montée en puissance du nombre de rénovations globales, et donc passer d'environ un tiers de bâtiments dans les étiquettes vertes à quasiment 100% de bâtiments dans ces étiquettes vertes du DPE, les étiquettes ABC, qui sont à peu près ce qu'il faudrait garder horizon 2050. Une montée en puissance qui est un peu plus progressive, cela dit, que dans le PTEF national. Et ça, d'ailleurs, c'est des sujets aux précédents ateliers en février où on avait pas mal d'interrogations des acteurs sur la capacité à réaliser ça. Et puis, je le disais, côté énergie, et ben, globalement, une électrification avec un développement assez fort de la pompe à chaleur qui se voit particulièrement fort du côté breton parce qu'on a beaucoup de maisons individuelles et relativement peu d'habitats collectifs. Et donc, on arrive globalement à sortir quasiment des énergies fossiles. Il reste un petit peu de gaz dans un certain nombre de situations dans l'habitat collectif, mais il faut qu'il en reste le moins possible, donc c'est-à-dire dans le moins de logements possible et dans des logements les plus économes possibles pour que ce gaz aujourd'hui fossile puisse être substitué par du biogaz. Voilà. Et donc, avec ça, on arrive à des baisses de consommation énergétique assez fortes, des baisses d'émissions de gaz à effet de serre aussi assez fortes qui sont à peu près en ligne quand on les regarde par habitant avec le budget carbone qu'on aurait horizon 2050 pour être à 2 tonnes, vous savez, les 2 tonnes de CO2 personnel en empreinte, et ben, ça veut dire qu'on a à peu près 200 kilos pour le logement, ces 2 tonnes, si on les traduit à l'échelle individuelle. Et donc, cette trajectoire-là, elle nous permet d'arriver à peu près à ça. Voilà. Je passe la parole à Corentin pour l'agro-industrie. Bonjour à tous, Corentin Leroux, je suis agronome de formation et je viens de Montpellier. Ouh. Quelques ordres de grandeur sur l'agro-industrie, donc c'est à peu près 17 000 entreprises en France. Ici, vous voyez l'évolution des émissions de l'agro-industrie entre 1990 et maintenant, qui stagne maintenant à peu près à 9 millions de tonnes équivalent CO2, une diminution depuis une dizaine d'années. Vous avez à droite une répartition de l'empreinte sur l'ensemble du système alimentaire, avec une partie importante de la production agricole, et ensuite la suite à l'aval avec les industries agroalimentaires, le fret et autres, qui prend une part importante de cette répartition-là. Quelques différences de chiffres parfois en fonction des méthodologies. Par exemple, les 25 tonnes que vous voyez, les 25 millions de tonnes que vous voyez sur l'industrie à droite versus les 9 dont je vous ai parlé avant, dépendent des allocations qu'on fait entre production agricole, fret, etc. Cette répartition générale, elle n'est pas déconnante, mais elle dépend bien évidemment des filières et des régions. Quelques ordres de grandeur sur l'emploi ici. Je vous propose cette répartition-là. 250 000 emplois sur l'ensemble du système alimentaire. Vous voyez ici le troisième bloc sur l'agro-industrie, dont parfois certains emplois qu'on oublie, sur le para-agro-industrie notamment, par exemple l'emballage, hygiène ou autre. Mais vous avez aussi de l'emploi agro-industriel amont qu'on oublie parfois, et il y a suffisamment de personnes qui travaillent là-dedans. Tout ça pour dire qu'à partir du moment où on va imaginer des transformations agricoles ou agroalimentaires, ça va impacter en cascade l'ensemble des emplois qui sont ici, et ça fait effectivement du monde. Quelques leviers de l'agro-industrie pour envisager effectivement une décarbonation. Alors en orange, vous avez ce qu'on appelle le scope 1, du coup les émissions directes sur site, et scope 3, ce qui sont les émissions indirectes, donc en gros de qui dépend l'agro-industrie et qui dépend de l'agro-industrie. Donc en haut, en bleu, vous avez tout ce qui vient en amont, donc c'est les quantités de produits en entrée de l'agro-industrie, donc c'est production végétale, production animale. Vous avez l'intensité carbone du produit en entrée, qui va dépendre des systèmes de production et des filières, avec effectivement en Bretagne une surreprésentation de l'élevage et de la production légumière. Vous avez dans le scope 1 tout ce qui va avoir trait à l'intensité de la transformation, au niveau de transformation, l'intensité carbone des sites de transformation, c'est-à-dire tout ce qui va derrière en termes de levier sur l'électrification des procédés, la substitution de l'énergie fossile. Un levier important sur l'efficacité énergétique des sites de production, c'est-à-dire la capacité à optimiser un petit peu la consommation d'énergie sur site, et tout ce qui est aussi autour des quantités de produits transformés, puisqu'il y aura une certaine quantité potentiellement de pertes et de gaspillage. Je vais rajouter ici la partie fret qui a été décrite par Ruben, mais parce que du coup le fret est très directement lié à l'agro-industrie en amont et en aval, et la décomposition que vous a présentée Ruben en fait est très adaptée ici aussi.
Quelques enjeux de territorialisation pour la Bretagne. Alors, c'est une matrice très simplifiée. Moi, je vous invite à lire le rapport derrière. On a une méthodologie de travail un peu différente, puisque, comme disait Yannick tout à l'heure, on n'a pas eu de trajectoire encore au niveau national sur l'agro-industrie qui va arriver à peu près à fin 2025. Quelques premiers enjeux de territorialisation. Alors, sur les forces, on a une part importante de la production bretonne qui alimente la France. C'est 60% des porcs, 30% des poulets, 30% de la production légumière, 20% du lait. Donc, ça fait beaucoup. On a une densité des sites industriels sur les territoires avec un réseau qui est maillé, dense et synchronisé spatialement avec les sites de production agricole. Il y a une capacité importante à s'organiser collectivement avec des filières relativement intégrées. Quelques faiblesses aussi. On a une autonomie protéique en Bretagne qui est relativement faible et qui se traduit par des importations assez importantes de protéines végétales, notamment pour l'élevage breton, ce qui veut dire des importations artificielles de surface agricole en Bretagne. Il y a une difficulté importante à recruter de la main-d'œuvre locale et qualifiée. Il y a beaucoup de sites de production et beaucoup de sites et de lignes qui sont fermés tout simplement parce qu'on n'arrive pas à recruter en Bretagne. Et on pourrait parler aussi des feuilles de route de décarbonation qui sont assez silotées par filière. C'est-à-dire que du coup, ce n'est pas évident de s'organiser et on a une structuration relativement protéiforme dans le sens où on a quelques filières qui ont une représentation locale et pas de résonance locale ou de branche régionale. Quelques opportunités aussi sur cette transition, une opportunité forte de baisser massivement l'importation des intrants, quels qu'ils soient, une opportunité de végétaliser le portefeuille avec le développement de nouveaux sites de production et un emploi important là-dedans. Et en discutant avec pas mal d'acteurs et lors des ateliers qu'on a organisés en février, une opportunité aussi de la taxe carbone ou de la comptabilité extra-financière pour un peu mettre au niveau tous les acteurs, c'est-à-dire d'être aussi compétitifs à produire sur place. Quelques menaces sur la transition énergie-climat-emploi, une baisse de la production importante agricole et agroalimentaire en Bretagne qu'on voit de façon assez structurelle sur certaines filières, une consommation de viande qui ne baisse pas. Ça veut dire que s'il y a une baisse de production, ça veut dire que c'est compensé par autre chose et notamment des importations de viande, beaucoup sur de la restauration hors domicile. Et on a des concurrences multiples, des concurrences foncières, des concurrences énergétiques, des concurrences entre acteurs avec une restriction du marché. On a une intégration renforcée des grandes et moyennes surfaces. Toute cette question de panorama, ça pose aussi la question de la répartition de l'effort sur un territoire comme la Bretagne qui est en capacité à produire dans un climat relativement adapté. Est-ce que c'est un territoire qui doit faire moins d'efforts ou pas que les autres en termes de décarbonation? C'est une question qui se pose. En tout cas, c'est un choix qui n'est pas uniquement dédié à la Bretagne. On pourrait effectivement imaginer des enjeux de répartition d'efforts en fonction de la démographie, la surface agricole par territoire. Mais en tout cas, c'est des questions qu'il faut se poser, notamment pour des territoires qui ont des secteurs relativement importants. Un exemple rapide ici de leviers dont je parle dans le rapport. Donc, il y a plein de leviers qui sont listés. Il y en a quelques-uns qui sont décrits un peu plus spécifiquement. Ici, c'est juste pour vous montrer rapidement les enjeux de systémie du problème, d'amplification, de boucle de rétroaction, etc. Ici, rapidement, les usages agro-industriels, effectivement, qui potentiellement peuvent augmenter et qui vont appeler, dans un cadre de transition, à substituer des énergies fossiles. On peut avoir, à cause de cette substitution, des effets rebonds, c'est-à-dire à partir du moment où on se dit j'ai substitué des énergies fossiles, je ne vais pas forcément réduire mes usages industriels. De la même façon, par rapport à un autre levier que je vous ai présenté tout à l'heure sur l'efficacité énergétique, la question c'est de dire si je substitue déjà des énergies fossiles, est-ce qu'en plus je vais m'embêter à faire de l'efficacité? Donc potentiellement, on peut avoir des effets un peu de contrage entre différents leviers de décarbonation. Je vous rajoute ici la capacité ici des déchets agroalimentaires, c'est-à-dire que avec les usages agro-industriels qui augmentent, potentiellement on peut avoir des déchets supplémentaires qui pourraient appuyer la substitution des énergies fossiles puisqu'on pourrait les utiliser en valorisation énergétique. Si derrière on se dit on va essayer de réduire le gaspillage et les pertes agroalimentaires sur site, forcément on va réduire les déchets alimentaires, donc indirectement réduire aussi cette capacité à substituer des énergies fossiles. Je vous ai mis en haut un autre levier dont on discute un peu dans le rapport, qui est la végétalisation de l'offre alimentaire, qui potentiellement pourrait conduire à une diminution des usages agro-industriels. Une partie en bas à gauche sur la disponibilité de la biomasse qui accompagne effectivement la substitution des énergies fossiles. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a une concurrence forte sur ces usages-là. Sur les autres secteurs, ça a été discuté. Donc forcément, ça vient en concurrence directe sur ce levier de décarbonation. La disponibilité en biomasse, si elle augmente, forcément, ça va poser des questions aussi en termes de transport supplémentaire de biomasse. C'est la même question qui se pose sur la végétalisation de l'offre alimentaire, puisque potentiellement, on aurait un transport supplémentaire en termes de produits frais. Deux derniers exemples, toujours pour vous montrer que le problème est assez systémique. À partir du moment où vous substituez des énergies fossiles sur les entreprises agroalimentaires, vous allez potentiellement avoir une demande supplémentaire sur les réseaux électriques, sur des territoires assez potentiellement isolés en Bretagne. Ça peut poser question. Et il y a une question qui se pose aussi sur l'acceptation des industriels, sur les agro-industriels
industries qui peuvent avoir des pics de consommation énergétique saisonniers sur des sites relativement éloignés des raccordements, sur une mauvaise visibilité sur le prix de l'énergie à long terme. Tout ça, c'est des choses qui peuvent impacter en cascade l'activation des leviers pour une décarbonation plus importante. Merci à vous. Bonjour, donc Martin Roch et Fanny Valenbois, nous sommes deux et on a aussi la particularité d'être les deux rennais de l'étape. Sur la partie festival, peut-être juste avant de rentrer, parce que vous l'avez vu, c'est une approche culture et là, c'est une approche festival. En tout cas, on a fait le choix de resserrer, évidemment, parce qu'il fallait reprendre un prisme plus précis, se dire que quand même, les festivals sont un marqueur fort de l'identité bretonne, et y compris avec à peu près 700 festivals en Bretagne, 18 festivals pour 100 000 habitants, ce qui en fait un des taux les plus élevés parmi les régions, à peu près 3 millions de festivaliers. Et de se dire qu'une approche des festivals, en tout cas, permet aussi d'ouvrir à l'ensemble des secteurs culturels et des industries culturelles et créatives, puisqu'on pourra parler de festivals de cinéma, de festivals littéraires, de festivals de jeux vidéo, et qu'on pourra même l'étendre aussi à des approches professionnelles sur des congrès professionnels ou même sur une approche touristique. Euh, Vous présentez un peu les grands enjeux des émissions. Ça reprend la typologie du rapport Décarbonons la culture qui est sorti en novembre 2021, qui distingue deux typologies de festivals, un grand festival en périphérie de ville et un grand festival en centre-ville. Grosso modo, les ordres de grandeur restent les mêmes, avec, on va dire, à peu près 80% des émissions sur la mobilité. Simplement, sur un festival en périphérie, on sera à 50% sur les transports des festivaliers et 30% sur les artistes, ce qui sera à peu près la typologie inverse sur un festival en centre-ville, puisqu'on sera à 50% sur les artistes et 30% sur les festivaliers, et à peu près 20% sur le poste alimentation et boissons. Vous voyez donc qu'en tout cas, les questions d'électricité, de gestion des déchets en termes d'impact carbone restent assez minimes, à peu près, souvent inférieurs à 1%. Malgré tout, elles auront d'autres impacts, que carbone. Et aussi, il faudra quand même les prendre en compte, puisque évidemment, plus on va baisser ces grandes parts, plus les parts restantes vont prendre de la place. Préciser dans l'approche bretonne que quand même, il y a une grande majorité de festivals qui sont plutôt en périphérie, même si évidemment, il y a des très gros festivals bretons qui ont lieu dans des grandes villes, mais en tout cas, ça sera à prendre en compte dans l'approche régionale. En termes de levier d'action, qui seront dans le rapport. Donc, on a un premier chapitre autour de la question d'alimentation et boissons, où on travaille sur deux approches. La première, un approvisionnement en boissons auprès des fournisseurs locaux, et notamment, on prend deux prismes, celui de la bière et de l'eau, et celui d'un passage progressif vers une alimentation végétarienne sur les sites des festivals. Vous voyez qu'on sera sur à peu près un ordre de grandeur de 15% de baisse des émissions. Un travail sur la question des mobilités, évidemment, avec un travail sur la mobilité des publics, d'une part, avec un enjeu très fort de faire reculer la place de la voiture, puisque une étude réalisée en 2023 montre qu'à peu près 60% des transports, des festivaliers sont faits aujourd'hui en voiture thermique. Et donc là-dessus, on agit évidemment sur des questions de report modal. Et vous verrez dans le rapport qu'on travaille sur aussi bien des mécanismes d'incitation que de désincitation, à l'usage de la voiture. Et évidemment, une amélioration des taux de remplissage. Et puis, un travail sur la mobilité des artistes. Alors, dans le rapport intermédiaire, cette partie-là, elle est pas rédigée. On est encore en train d'y travailler, mais malgré tout, il y aura là aussi des enjeux de report modal, des enjeux de réduction des échelles, plutôt sur la question des volumes de matériel en tournée, et de réduction des kilomètres parcourus, évidemment, avec un travail sur mutualisation et une partie de relocalisation des programmations artistiques. Et donc là-dessus, sur à peu près une baisse de 33%. Et un travail sur la question de réduction des échelles et de changement de modèle. En premier lieu, parce que assez vite, les premiers leviers sur les questions de mobilité et d'alimentation se heurtent à des freins qui sont liés aujourd'hui au modèle, en particulier sur des questions de modèle économique, par exemple sur la question des boissons, qui reste très fort dans la part des recettes de festival, et aussi sur des questions de mobilité des publics avec des jauges exponentielles qui sont liées aussi à des clauses d'exclusivité. Enfin, en tout cas, tous ces enjeux-là qu'on va traverser. Et on travaillera sur la question de la subdivision des jauges,
puisque le rapport du Shift en 2021 modélisait le fait que si, au lieu d'organiser un événement de 300 000 personnes, on organise 10 événements de 30 000 personnes, ça a un très fort impact sur la réduction des émissions. Et étant entendu que l'augmentation des jauges est exponentielle par rapport à l'augmentation des émissions. Vous avez là, du coup, on voit la modélisation à peu près de l'application de ces mesures-là, et vous verrez que dans le rapport, on utilise différentes typologies de mesures, c'est-à-dire des mesures transparentes et positives, qui en gros n'auront pas ou peu d'impact sur l'organisation des festivals, y compris peu d'impact financier, et jusqu'à des mesures qui on a appelées offensives et défensives. Les mesures offensives, évidemment, elles auront un impact financier, mais aussi elles viendront toucher aux activités. Et les mesures défensives, elles seront sur des mécanismes de renoncement. En tout cas, de se dire qu'il y a peut-être des choses qu'il va falloir abandonner. En tout cas, on voit que pour arriver à une prévision de moins 64% d'émissions, il faudra combiner différents leviers d'action. Et vous l'aurez compris, tous ces leviers d'action sont intimement liés au secteur précédemment présenté, puisqu'on aura besoin de travailler vraiment en concertation avec ces secteurs. Et je passe la parole à Fanny pour la partie plus méthodologique de tout ça. Merci. Alors, vous avez compris qu'on a un concours interne à celui qui parle le plus vite. Je vais essayer de tenir mon rang. Alors, rapidement quand même, quand on s'est demandé ce que ça voulait dire sur un territoire comme la Bretagne, on constate à nouveau des forces, des faiblesses. Et dans les forces, en Bretagne, on a cette densité et cette vivacité des festivals, avec certains festivals qui ont une ancienneté importante, ce qui leur permet d'être organisés historiquement et d'avoir créé entre eux, à l'initiative de festivals, quelque chose qui s'appelle le collectif des festivals, qui est une association d'accompagnement, de formation et d'appui à la transition écologique et plus largement sociale des festivals. Donc c'est un point d'appui très important et qui est complété par l'engagement des institutions culturelles à divers échelons. Si on regarde la ville de Rennes Métropole, il y a vraiment une boussole écologique des politiques culturelles depuis longtemps qui est mise en place, qui est utilisée par les services et par les acteurs qui sont soutenus. Et on retrouve également une feuille de route à l'échelle de la région. Donc, si on rajoute à ça la feuille de route du ministère, on a un bon alignement des planètes pour accompagner et inciter les organisateurs de manifestations culturelles. Côté faiblesse, ce ne sont pas forcément des spécificités bretonnes, mais les festivals aujourd'hui sont confrontés de manière assez large à des problèmes de fragilité de leur modèle économique, de baisse de leurs marges et de difficulté à trouver un équilibre économique. Voilà, qui peut vraiment dépendre de facteurs météo ou d'actualité qui peuvent très rapidement mettre en péril les équilibres. Et ce n'est pas breton spécifiquement non plus, mais la concurrence fait rage entre les festivals pour capter le public, capter les têtes d'affiche et capter la visibilité médiatique. Côté opportunité, vous l'avez entendu, on est convaincu que la culture, et à travers les festivals, mais en général, peut être une alliée dans les changements de comportement et la structuration de nouvelles filières. Donc, par exemple, si vous l'avez vu, il y a un vrai enjeu de décarboner l'alimentation pour un festival, ça peut représenter un quart de ses émissions. Et du coup, passer à une alimentation végétarienne, c'est un levier très fort. Donc, ça fait vraiment partie des feuilles de route de nombreux festivals. Ça veut dire que ça peut être une manière d'accompagner la baisse de la consommation de viande, dont on a vu que c'était plutôt un point faible dans la transition agricole. Ça peut être aussi un accompagnement au développement de filières de protéines végétales qui font défaut aujourd'hui en Bretagne. Et on pourrait imaginer un engagement de gros festivals sur des volumes, des commandes de volume sur plusieurs années qui peuvent aider des agriculteurs à passer le pas peut-être d'investir vers de nouvelles filières. Côté menace, on a le revers de cette médaille qui est la question de l'acceptabilité sur un territoire breton très attaché à ses filières agricoles et notamment d'élevage. On sait que ce sont des sujets qui peuvent produire du frottement entre les acteurs culturels et les acteurs économiques de l'agriculture et de l'élevage. Donc il y a un besoin d'espace de discussion, concertation, accompagnement, etc., qui n'existe pas aujourd'hui, d'espace pour pouvoir mettre en contact les acteurs économiques et les acteurs culturels. Et puis, on explorera dans le rapport une question qui nous semble importante, qui est de plus en plus de festivals vont être confrontés à un risque sur leur assurabilité. Ils sont très exposés aux risques climatiques. Et donc, de plus en plus d'assureurs rechignent à assurer le risque d'annulation. C'est un sujet qu'on explorera. Et je termine avec un exemple sur la mobilité des publics. Donc, on a bien entendu un besoin de report modal, mais aussi un besoin d'émergence de nouvelles filières, par exemple sur les véhicules légers intermédiaires.
Et on a entendu aussi qu'il y a des enjeux techniques, mais il y a aussi des enjeux qui ne sont pas techniques, qui sont des enjeux d'usage. Et il se trouve que dans la culture, on a un gros point fort, c'est que nous, on n'est pas des ingénieurs, mais par contre, on est des gens qui travaillons au quotidien les questions de modèle de société, vivre ensemble, comportement, etc. Les festivals sont des lieux ou des organisations qui savent faire de la prévention et du changement de comportement. Ils le font sur plein de sujets. Rappelez-vous les campagnes contre le sida, les campagnes pour les bouchons d'oreilles, en ce moment sur les violences sexuelles et sexistes. Ça fait partie de l'ADN des festivals que de proposer des lieux de changement de comportement pour leurs festivaliers. Et donc, on peut imaginer associer les festivals aux questions de mobilité. Par ailleurs, la culture reste un endroit de verrou sur le fait de reculer la place de faire reculer la place de la voiture individuelle. Beaucoup de choses ont été faites. En fait, les questions de mobilité, on l'entend, elles sont très structurées autour du domicile-travail, ce qui fait qu'en général, se passer de sa voiture pour aller travailler, c'est globalement possible. Par contre, dès que le soir, en plus de travailler, vous voulez aller au cinéma ou emmener vos enfants à leur club de foot ou à leur activité de musique, vous avez besoin de votre voiture. Et donc, tant que vous avez besoin de votre voiture pour vos activités culturelles et sociales, vous n'allez pas renoncer à votre voiture. Et donc, vous n'allez pas renoncer à l'utiliser pour le reste de vos usages. Donc, on pense qu'il y a un endroit important là d'intersectoriel entre la culture et la mobilité pour travailler sur ces changements de comportement. Ce qui nécessite une acculturation réciproque, c'est-à-dire que le secteur de la culture commence à avoir compris, grâce notamment à Décarbonons la culture en 2021, qu'il y avait un enjeu pour eux à travailler sur les questions de mobilité. Donc c'est quelque chose qui arrive, on a des formations côté secteur culturel sur les enjeux de mobilité. C'est beaucoup moins le cas chez les acteurs du transport, qui restent, il me semble, encore très focalisés sur les mobilités pendulaires quotidiennes. Et pour terminer, on propose dans le rapport l'idée que pour des changements, en tout cas à l'échelle de la culture, on a besoin de changements qui soient planifiés, mais qui soient très ambitieux. Et on prend plusieurs exemples, mais j'en cite un pour conclure. On a encore une culture généralement sur les festivals de parking gratuit pour les voitures. Et c'est quelque chose dont on propose d'envisager de le faire changer. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça demande d'être planifié, mais de se dire, OK, dans 5 ans, alors soit on n'aura plus du tout de parking, mais ça c'est peut-être un peu extrême. Il y en a qui m'ont censuré là-dessus. Soit on aura un parking qui sera payant, et donc ça veut dire que la première année on communique, que la deuxième année on fait payant pour les gens qui sont tout seuls dans leur voiture, etc. Donc travailler sur un objectif très ambitieux et une planification pour donner de la visibilité à l'ensemble des parties prenantes. Je crois que j'ai fini. Je repasse la parole à Corentin. C'était pas de la censure, c'était de la mise en cohérence. Justement, à parler de mise en cohérence désormais, parce que là, on a vu qu'on réduisait les émissions sur tous les secteurs, c'est génial. La question, c'est est-ce qu'au bout du compte, on tient nos objectifs? Alors malheureusement, le temps est passé, on n'aura pas le temps de faire cette partie parce qu'on est en retard. Du coup, on ne saura pas. Non, on va le faire rapidement quand même. Évaluation énergie-climat, quand on parle d'une région, ça veut dire concrètement confronter une partie du pays aux objectifs nationaux. Les régions, ce n'est pas des îlots, ils sont embarqués dans cette transition et ces objectifs qui sont posés au niveau national. Donc on a un premier enjeu ici, c'est de garantir une cohérence entre la planification régionale et la planification nationale. Là, vous avez justement un super extrait d'un rapport remis au Parlement en 2022 qui dit que grosso modo, quand on regarde la somme de ce qu'ont prévu les régions dans leur planification énergie-climat à 2050, on est près de 2 fois aujourd'hui au-dessus des objectifs qu'on s'est fixés à 2050. Donc on a ce premier enjeu, on fait cet exercice d'évaluation et de mise en cohérence pour tenir les objectifs nationaux, mais c'est aussi dans l'intérêt des régions. Il ne faut pas qu'elles s'engagent elles-mêmes dans des orientations énergie-climat qui ne seront pas compatibles demain avec la trajectoire nationale. Soit parce que c'est des choix technologiques qui ne seront pas pris au niveau national et ça va les isoler, soit parce qu'ils vont décider de consommer trop d'énergie, ils ne trouveront pas justement en face la production énergétique qui permettra à leur territoire de continuer à fonctionner. Donc cet enjeu de mise en cohérence, nous on le porte ensuite sur 2 niveaux d'analyse de compatibilité. Le premier niveau, évidemment, c'est la question des objectifs de gaz à effet de serre. Est-ce que donc, une région va être à peu près sur la trajectoire en matière de décarbonation? Mais on ne s'intéresse pas qu'aux objectifs, puisqu'on s'est aussi intéressé à la question des moyens. Parce que derrière, en général, quand on décarbone, ça veut dire utiliser des vecteurs énergétiques bas carbone qui seront disponibles en quantité limitée en 2030, en 2050. Et donc, il faut être capable de comparer aussi la trajectoire régionale à cette disponibilité projetée. Comment on fait? On ne va pas fixer pour chaque région le niveau que chacune doit tenir parce que le Shift l'a dit. On va essayer de fixer, nous, des repères qui vont servir justement pour les régions à se comparer à des trajectoires nationales de référence qui, encore une fois, n'ont pas vocation de vérité, mais elles sont là pour aider à se placer par rapport à ces trajectoires. Pour ça, on part d'un scénario national de référence pour lequel on a à chaque fois ici une production énergétique et on a des émissions de gaz à effet de serre. On va nous proposer des clés de répartition entre les différentes régions. Le total fait 1, donc ça nous assure que ça boucle à l'échelle nationale, c'est sympathique. Et ensuite, on va pouvoir commencer à en déduire, grâce à ces clés de répartition,
une trajectoire de gaz à effet de serre de référence pour la région qui servira de repère et une disponibilité énergétique de référence pour les différents vecteurs énergétiques, électricité, bois énergie, etc. Ça, c'est la théorie. En pratique, nous, on a fait du coup une évaluation de notre scénario en prenant justement en scénario national de référence, celui dont tout ça part, le plan de transformation de l'économie française, en proposant 2 clés de répartition qui n'ont pas vocation à être exhaustives et à clôturer le débat, mais juste à l'ouvrir. Une clé de répartition démographique, où on se dit qu'en matière de gaz à effet de serre, comme en matière de consommation énergétique, la part de la région sera grosso modo sa part dans la population en 2050. Et une autre clé un peu différente, qu'on a appelée clé historique, on prend la part d'une région dans les gaz à effet de serre et l'énergie en 2020, on suppose qu'elle a la même part en 2050. Parce qu'on peut se dire, si on a des spécificités en 2020, c'est sûrement pour des bonnes raisons. Typiquement, nous sommes un territoire plus rural, on sera encore un territoire plus rural en 2050. Et donc ça nous permet d'avoir des disponibilités énergétiques et des trajectoires GES limitées pour ces 3 secteurs, le fret, la mobilité quotidienne et le logement, qui sont les secteurs pour lesquels on a des chiffrages et qu'on peut donc évaluer dans le cadre de ce périmètre. Ça rappelle donc que c'est un exercice partiel qui a vocation juste à illustrer notre méthodologie et ce qu'on peut faire avec ce type d'exercice d'évaluation. Alors ça donne quoi ? Bon, déjà, ça donne quoi l'ensemble de ces scénarisations qu'on a proposées? Le résultat de notre première scénarisation, c'est une réduction de 95% des émissions de gaz à effet de serre. Ça, on se dit c'est bien, mais justement, l'intérêt d'une évaluation énergie-climat, c'est de se poser la question de est-ce que c'est bien 95%? Alors, quand on compare nous aux trajectoires de référence basées sur notre PTF et ces 2 clés de répartition, on va avoir. J'ai un petit truc rouge. Non, c'est pas ça le truc rouge. Ça, c'est arrière, avant, arrière, truc rouge. On a ici donc les trajectoires de référence. On est 6 à 7 fois plus élevé en termes d'émissions de gaz à effet de serre à 2050 que nos trajectoires de référence. Est-ce bien, est-ce pas bien? À ce stade, ça demande d'aller faire une analyse justement plus approfondie, mais ça permet d'objectiver qu'a priori, on a fait des choix dans notre modélisation qui font qu'on s'écarte de cette trajectoire nationale, peut-être en raison de spécificités légitimes, mais on va devoir sûrement reprendre nos modélisations pour se poser la question de cet écart. Pourquoi aussi on arrive à des niveaux si bas en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur ces secteurs? C'est parce que mobilité quotidienne, fret et logement, c'est des secteurs où la plupart des émissions sont des émissions énergétiques. Donc, c'est facile à décarboner, entre guillemets, et on remplace ça par des vecteurs bas carbone, électricité, biomasse. Donc, en théorie, c'est des secteurs où on peut quasiment atteindre 100% de décarbonation. Ce qui explique qu'on atteigne, nous, 99% de réduction dans les trajectoires de référence. Bon, du coup, on va s'intéresser aux moyens qu'on a mis en œuvre, en particulier à la question donc, de nos petits vecteurs énergétiques. Donc là, vous avez le résultat de la simulation sur quelques vecteurs énergétiques qu'on a étudiés, en particulier l'électricité. Notre plan, il repose, au-delà des transformations sectorielles en matière de sobriété et d'efficacité, sur le plan énergétique, il repose sur une électrification. Ça se constate ici, on a une hausse de 50% de la demande électrique sur ces 3 secteurs. Et un usage parcimonieux de la biomasse. C'est-à-dire on va en faire un usage, mais on se dit qu'on aura à l'avenir des disponibilités limitées. Donc on ne fait pas d'hypothèse très ambitieuse. Donc on arrive, nous, dans notre scénario, à réduire la demande en bois énergie. Celle en biogaz augmente pas mal, mais dans des proportions, vous verrez, par rapport aux 2 autres vecteurs biomasse qui restent limités. Et une réduction des biocarburants. Là, encore une fois, est-ce bien, est-ce pas bien? C'est l'intérêt, encore une fois, de faire une évaluation pour se poser la question. Là, je vous montre juste la question de l'électrification. Donc là, on se trouve, vous voyez, à peu près à 20 à 30% au-dessus de nos trajectoires de référence quand on regarde la demande d'électricité pour la région Bretagne. Est-ce bien, est-ce pas bien? On peut déjà regarder les autres vecteurs énergétiques. Alors, je ne vais pas vous les défiler un par un, mais grosso modo, sur le bois, on est 2 fois au-dessus de la trajectoire de référence. Sur le biogaz, on est à peu près 1/4 au-dessus de la trajectoire de référence. Et les biocarburants, j'en parle pas, on est vraiment dans les choux. Donc, petit problème, on est quand même sur tous nos vecteurs énergétiques au-dessus des trajectoires de référence. Peut-être que ça justifie. Après tout, une clé de répartition démographique, ça ne reflète pas la diversité du territoire. Et une clé historique aussi, il y a peut-être des choses qui vont se passer en Bretagne et qui méritent qu'on se penche sur le fait que nous, on a fait des choix dans notre scénarisation. Donc derrière, il faut un cadre d'analyse pour se poser ces questions-là. Et c'est la vocation de cette évaluation, c'est de poser objectivement des réalités en matière de gaz à effet de serre et de consommation énergétique, grâce aux trajectoires de référence, et ensuite de se poser collectivement des questions. En particulier, une fois qu'on a vu qu'il y a des écarts dans nos trajectoires de référence, se poser la question justement de quelles sont les spécificités locales qui pourraient justifier ces écarts. Et surtout, le plus important, c'est est-ce que ces hypothèses sont explicites? Parce que très souvent, on clôture un débat sur la transition à l'échelle territoriale en disant « Non, nous sommes un territoire rural ». Ça, c'est le début du débat. Si on a fait une hypothèse comme quoi on aurait plus de difficultés à le faire parce qu'on a un territoire rural, il faut le mettre sur la table pour que ça fasse l'objet d'un débat localement, avec les autres régions, au sein des filières économiques. Et parce qu'en réalité, si on retire l'Île-de-France, quasiment toutes les régions peuvent se revendiquer rurales. Donc, ce n'est pas un argument pour ne rien faire. Une fois qu'on a explicité ces réalités, se pose la question de savoir si on peut réduire davantage nos émissions.
c'est aussi des choses que du coup permettent d'apprécier cette modélisation, parce que les moyens de le faire, ils sont limités. C'est toujours une question de vase communicant. On peut compter sur davantage de vecteurs énergétiques bas carbone, davantage d'électricité, de biomasse. Là, dans la modélisation en question, ce que je viens de dire, c'est qu'on est déjà à peu près au-dessus pour tous ces vecteurs. Donc ça va être compliqué de compter davantage sur ces vecteurs énergétiques. Deuxième possibilité, recourir à davantage de sobriété ou d'efficacité énergétique dans différents secteurs. Pour revoir nos hypothèses, ça veut peut-être dire des transformations plus structurantes pour les différents secteurs. En tout cas, toujours cette idée de vase communicant. Pour la Bretagne, on pourrait dire aussi la question de vecteurs énergétiques électrifiés, on pourrait le faire pour d'autres raisons qu'on n'a pas mentionnées là. La question du réseau, on peut dire justement en termes d'infrastructure, on n'a pas la capacité à augmenter tant que ça la consommation électrique en région Bretagne. Dans ce cas-là, encore une fois, où est-ce qu'on reporte? Parce que si ce n'est pas de l'électricité, ce sont de la biomasse et d'autres vecteurs bas carbone, encore faut-il les avoir et ils sont disponibles en quantité limitée. Ou alors, est-ce que c'est davantage de sobriété? Donc l'idée générale, c'est à chaque fois de se dire que ce n'est pas la mise en avant d'un argument qui clôture le débat, mais qu'à la fin, il faut bien résoudre, dans cette logique de vase communicant, l'équation qui se pose à nous. Et à la fin, ça reste une question politique. Est-ce que collectivement, on accepte le niveau de risque de la scénarisation? Parce que ça reste des trajectoires de référence, on sera forcément au-dessus sur certains termes, sur certains vecteurs énergétiques. Collectivement, si on se dit qu'on est d'accord avec ces hypothèses et donc avec ce plan, ça veut dire très concrètement pour l'avenir des risques pour le territoire qui risquent de ne pas forcément avoir ces vecteurs en quantité suffisante. Est-ce qu'on accepte collectivement ce niveau de risque ou non? En tout cas, on espère que ce type d'évaluation puisse servir justement à la réflexion stratégique sur ces sujets. Je passe maintenant la parole à Yannick pour une autre dimension d'évaluation de ces différents plans et qui peut être aussi très transverse, la question de l'emploi. Merci beaucoup, Corentin. Alors, on dépasse un petit peu le temps, mais ça vaut la peine, encore une fois, de passer du temps sur cet enjeu. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait beaucoup, ça se fait de plus en plus. Se poser la question de l'impact sur l'emploi de mesures de décarbonation, c'est quelque chose qui a été fait notamment par le Chiffre Project dans le plan de transformation de l'économie française. Je vous invite vraiment à vous référer au rapport dédié à la question de l'emploi et des compétences. Un travail qui est repris largement aujourd'hui par le SGPE, on peut le dire comme ça, sur justement l'évaluation de leur propre plan et l'enjeu de faire ça à l'échelle des territoires, qui est encore ouvert et qu'on essaye d'ouvrir justement avec ce travail. Donc c'est encore un travail préliminaire, mais peut-être avant de parler de ce graphique, l'enjeu, ça va être de se dire, non pas voilà les impacts emploi et ce sera comme ça, c'est comme le reste, c'est comprendre les impacts de choix stratégiques qui sont faits, y compris en se posant la question de quelle est la spécificité du territoire qui va entraîner certains choix stratégiques et donc certains impacts sur l'emploi pour aboutir à la fin aux besoins en compétences, le besoin de mise en place des appareils de formation et d'accompagnement, etc. Donc si on prend, je vais prendre les exemples de chacun des secteurs qui ont été évalués quantitativement ici pour illustrer. Si on prend le secteur du fret, on retrouve finalement une trajectoire emploi globalement qui est celle du niveau national, où on a d'abord une forte baisse. Donc, c'est des tendances nationales qui sont assez fortes et quelques spécificités régionales. Une forte baisse, on le voit ici, du besoin en emploi dans le transport routier de fret, évidemment. Si on fait du report modal massif, alors pas aussi massif qu'ailleurs, mais justement, il faut faire plus de baisse de la demande de transport pour arriver à décarboner. Eh bien, ça fait moins d'emplois, de besoin en emploi dans ce secteur. Un secteur qui est en tension. Alors, peut-être est-ce que c'est vraiment un problème? C'est une question qui peut être ouverte. Et un besoin, comme au niveau national, de fortement développer la cyclo-logistique. Alors, ça peut paraître impressionnant, ce gros carré bleu qui apparaît sur la cyclo-logistique. Eh bien, oui, parce que la cyclo-logistique, c'est très intense en emploi. C'est beaucoup de personnes qui remplacent beaucoup de machines et beaucoup d'énergie. Et donc, c'est très efficace pour décarboner le dernier kilomètre, mais ça demande beaucoup de monde. Alors, du coup, quelles sont vraiment les spécificités finalement? Mais j'en ai parlé, c'est l'impact d'un réseau ferroviaire qui est limité, qui va faire qu'on va devoir reporter l'effort sur d'autres leviers et qui va faire qu'on va avoir non seulement une baisse d'emploi plus forte dans le routier, et puis une hausse de l'emploi, on le voit à peine ici, dans le ferroviaire qui est non significative. Même si on multiplie la part modale, finalement, l'effet absolu reste faible. Et qui peut donc reposer la question des investissements ferroviaires. Oui, faire de l'investissement ferroviaire en Bretagne ou dans d'autres régions qui sont dans cette situation, c'est non seulement aider à décarboner, mais c'est un impact emploi positif dans le ferroviaire et dans d'autres secteurs parce qu'on prend en compte cet impact carbone.
parce que ça va permettre de maintenir des activités, parce qu'on a déjà baissé beaucoup les impacts carbone grâce au ferroviaire. Donc ça, c'est un potentiel, un élément important. Et puis, sur le potentiel de la cyclo-logistique, alors on a fait une première évaluation, hein, c'est vraiment une première estimation à partir des distances sur lesquelles on peut raisonnablement faire ce report modal des véhicules légers, utilitaires légers vers la cyclo-logistique. Il y a un enjeu d'organisation qui est extrêmement important aussi. Et donc, c'est typiquement quelque chose qui va se faire plus facilement dans des métropoles ou des centres urbains suffisamment denses. Et donc, la prochaine partie de l'analyse pour nous et avec Ruben, ce sera d'aller voir quels sont, à l'échelle un peu plus locale, des indicateurs qui nous permettent d'affiner ce chiffre et de voir si le potentiel est complètement là. Mais les ordres de grandeur, on peut penser, seront à peu près là. Maintenant, regardons un secteur qui est un secteur industriel. Hein, donc, on a parlé de mobilité et des industries de la mobilité. Et là, on peut avoir l'illusion de retrouver, pour ceux qui connaissent, une situation qu'on a au niveau national. Donc, il y a une similitude qui paraît extrêmement forte entre, si on part de la situation actuelle de l'emploi automobile, donc de l'industrie, mais aussi de l'aval de l'automobile, hein, la commerce et réparation, et qu'on prend en compte, on essaie de chiffrer physiquement l'impact de la décarbonation parce qu'il va falloir moins de voitures et donc moins de production de voitures, même si on relocalise, et un effet électrification également sur l'intensité en emploi et sur la réparation voiture, hein, donc beaucoup moins d'emplois dans la réparation également, eh bien on va avoir un effet assez important à la baisse, qui peut être compensé par d'autres industries. On parle ici de l'industrie du vélo qui passerait à l'échelle en fonction des usages, hein, bien sûr, de ces vélos. On n'a pas parlé ici, ce n'est pas encore dans l'évaluation des véhicules légers intermédiaires. Donc, cette image-là de report possible des emplois de l'industrie automobile vers d'autres mobilités, d'autres industries et services de mobilité, elle est proche de celle du national. L'illusion, c'est que c'est un secteur très concentré cette fois. Et donc, en fait, en Bretagne, c'est une usine, hein, si on parle de l'industrie, qui produit ces volumes. Et donc, forcément, si on a une baisse structurelle du besoin de production, on peut se poser la question d'un effet de seuil et de se dire est-ce que l'entreprise ne va pas décider de fermer ce site plutôt qu'un autre ailleurs en France ou le maintenir, hein. Donc c'est tout à fait possible, mais ce serait dans ce cas reporter peut-être la production plus vers ce site. Mais ça, c'est un risque qu'on maîtrise difficilement dans un contexte de baisse structurelle. Par contre, il y a une stratégie sans regret, clairement, de développer le cycle, quel que soit finalement le cycle et les mobilités légères, ces industries, quelle que soit la région. Prenons l'exemple d'une région qui n'a pas d'industrie automobile. Eh bien là, la difficulté de la baisse dans l'industrie n'est pas un problème. Par contre, peut-être qu'elle n'aura pas l'avantage de la Bretagne de profiter de compétences qui sont déjà là dans l'industrie automobile pour développer ces nouvelles industries. On parlait encore une fois des véhicules légers, intermédiaires notamment. Et puis, il peut y avoir des régions qui sont beaucoup plus concentrées en termes de production automobile, où là, ils vont pouvoir se poser la question peut-être plus facilement, à la fois d'aider à des reconversions partielles vers d'autres types d'industries de mobilité et de maintenir une activité locale importante avec des automobiles plus légères, malgré tout. Et donc, je n'ai pas fait la transition, mais en gros, voilà, c'est les enjeux de ce choix sans regret vers les véhicules légers. Si on parle maintenant du logement, eh bien, ce qu'on voit sur l'évolution de l'emploi, hein, qu'on anticipe avec les mesures proposées par Rémi sur la Bretagne, et on part donc ici de 2021 jusqu'à 2050. Donc vous avez l'emploi total en bleu clair tout là-haut, de la construction et de la rénovation du bâtiment. On voit que cette courbe est à peu près stable parce qu'il y a une croissance progressive de l'emploi de la rénovation du bâtiment, hein, pour les besoins de rénovation globale efficace à l'échelle, mais en parallèle, une baisse de l'emploi dans la construction neuve, donc quelque chose qui est un peu plus lissé qu'au niveau national. Donc la particularité bretonne, là, c'est essentiellement des effets de population, donc une démographie qui va amortir un peu le choc de la baisse de la construction, mais un besoin de planification, quand même, on le voit clairement, de reconversion, avec ces deux courbes qui s'éloignent d'un secteur vers l'autre. Et on voudrait ici pouvoir fournir un outil à l'échelle régionale, qui est un outil qu'on avait présenté qu'on avait travaillé au niveau national déjà, c'est
un outil d'anticipation justement de ces besoins de reconversion, de ces besoins d'accompagnement, de ces besoins de formation initiale qui vont avec d'un côté la hausse de la rénovation, de l'autre côté la baisse de la construction neuve. Donc si on part à gauche ici de 2025 et qu'on va à droite vers 2030, il va y avoir, on peut anticiper sur un plan à 5 ans par exemple des départs en retraite à un certain rythme, anticiper le besoin avec la projection précédente dans la construction neuve, en emploi dans la reconstruction et dans la rénovation, et puis en déduire est-ce que l'appareil de formation initial est suffisant pour alimenter la rénovation, pour alimenter la construction neuve, est-ce qu'il y a des personnes à aller chercher ailleurs, et donc mettre en place les dispositifs d'accompagnement pour faire ces transitions sectorielles. Dans tout ça sont les chiffrages. Quels sont les enjeux de compétences pour la décarbonation? C'est quelque chose qu'on a travaillé de manière, encore une fois, détaillée au niveau national. Je vous invite à aller regarder. Les questions finalement qu'on se pose à cette échelle régionale, c'est plus, est-ce qu'il y a un enjeu d'adaptation particulier, de se poser la question de la transformation des compétences pour la décarbonation à l'échelle régionale. Et je vais prendre un exemple qu'a donné Ruben tout à l'heure déjà sur le fret. C'est que sur ces enjeux de décarbonation du fret, on a certes un besoin en main-d'œuvre qui devrait baisser dans le routier, mais ce transport, il va devenir de plus en plus précieux. On va avoir de plus en plus besoin sur toute la chaîne d'une maîtrise des consommations énergétiques, de l'organisation, de la mutualisation. Et donc, on va avoir une valorisation du métier et des métiers du transport et de la logistique. On peut le penser en tout cas. En tout cas, si on fait cette transition choisie vers un transport de marchandises décarbonées, mais ce transport choisi, cette transition, elle va demander, Rumel l'a mentionné, un effort de coordination. Et on se demande si à l'échelle régionale n'est pas la bonne, pour aller expérimenter, parce qu'il y a une force de coalition, et notamment en Bretagne et peut-être ailleurs, aller expérimenter des dispositifs de certificats d'effort à la décarbonation, des dispositifs de formation adaptés, avec des discussions qui doivent se faire dans la filière, se coordonner à l'intérieur de la filière, et ensuite, bien sûr, avec, par exemple, la région sur la formation professionnelle, avec l'État sur la formation initiale, mais que ce soit un effort choisi qui puisse être massifié parce qu'on s'est mis d'accord sur une transformation structurelle, finalement, de modèle de transport routier. Donc voilà un des types d'enjeux typiques qu'on peut aborder à l'échelle régionale, ces enjeux de compétences dans la transformation. Et puis, ce qui va suivre dans le travail, c'est un peu une consolidation, bien sûr, d'abord de tout ça en termes de chiffrage, et puis de mettre tout ça ensemble et de se dire, par rapport aux choix structurels et stratégiques qui sont faits sur la décarbonation des secteurs, si on met tout ça ensemble, est-ce qu'on est en train de mettre encore plus en tension le marché du travail, ou au contraire, est-ce qu'il y a des allocations, des réallocations qui se font de manière claire, et à l'échelle, y compris territoriale, est-ce que ces propositions vont aggraver plutôt des déséquilibres territoriaux sur l'emploi, ou plutôt les compenser? Alors, on peut avoir des éléments qualitatifs déjà sur cela. Quand on parle de cyclo-logistique ou d'emploi de réparation vélo, c'est clairement plus dans des centres urbains qu'on parle de création d'emplois. Par contre, on a parlé de division des jauges dans les festivals. Ça, c'est quelque chose qui va plutôt aider à répartir l'emploi et avoir plus d'emplois locaux et mieux répartis. Et de la même façon, on peut observer que les petites industries du vélo et des mobilités légères peuvent être mieux réparties sur le territoire. Donc, c'est des enjeux qu'on veut essayer d'aller explorer de manière un peu plus approfondie dans la suite du travail. Voilà, et je vais vous parler très rapidement des prochaines étapes avant de passer à la table ronde. Donc, on est dans cette phase de rapport intermédiaire. L'idée, c'est d'avoir, encore une fois, vos retours sur notre rapport, donc qui est en ligne avec les slides. Je veux le souligner d'ailleurs, ces slides seront en ligne avec la publication du rapport. D'avoir vos retours, de mener ces 2 études de cas, ces confrontations de terrain sur le territoire, consolider tout ça, et puis donc une présentation du rapport final. Et on vous invite déjà à préserver cette date lors de présentation du rapport final lors du Forum économique breton le 12 septembre de cette année. Voilà, merci beaucoup et on va passer à la table ronde.